Michel. Bonjour. Michel Germain qui est avec nous. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Plaisir. Tout d'abord, je veux dire, pour mettre les gens, parce que là, on passe en entrevue des personnalités matapédiennes. Tu es rendu une personnalité matapédienne depuis 2010. C'est bien ça? Semble-t-il, puisque je suis assis ici, alors je vais assumer. Sinon, tu ne serais pas ici. Donc, né à Bécomo, après à Montjoly, quelques années. À Rimouski d'abord. À Rimouski? J'ai traversé de la Côte-Nord en 85 pour occuper le poste de journaliste sportif à la station TVA, CFR TV. Puis là, je me suis vraiment promené Rimouski, Rimouski-Est, Pointe-au-Père, et éventuellement Montjoly, effectivement, en 95. Dans le Bas-Saint-Laurent, tu t'es promené, puis en 2010 de Amqui. Aussi, on peut juste pour replacer un peu qu'est-ce que tu as fait, présentement, tu es descripteur radiophonique pour l'Océanique. C'est bien ça, pour encore 3 saisons minimum. Minimum. Oui, j'ai renouvelé mon contrat. Mon dernier contrat se prenait fin en 2020. J'avais parlé de retraite, mais finalement, la vie étant ce qu'elle est, pleine de choses imprévisibles, j'ai décidé de signer une prolongation de 3 ans. Oui, mais ça a l'air aussi super plaisant, comme je pense que tu as vraiment du plaisir. C'est un beau travail. C'est difficile sur les articulations. C'est beaucoup de kilométrage en autobus. Comme je dis souvent, la blague, c'est beaucoup d'autobus, beaucoup de spaghettis, beaucoup de Subway. Mais quand Parce que tu es sur la route aussi. Oui, pas c'est juste ça. à Rimouski. Ouais, on fait tous les matchs à la radio et sur Internet maintenant. Puis c'est de plus en plus, en vieillissant, c'est de plus en plus exigeant physiquement, mais quand le match commence, c'est toujours une nouvelle aventure. C'est clair. Ça doit être vraiment plaisant comme métier. Donc, j'avais envie de j'avais envie de te passer en entrevue parce que parfois, il y a comme des événements qui nous arrivent dans notre vie imprévisibles, puis tu en as vécu une très, très difficile, même pénible, mais qu'est-ce que j'avais envie de ressortir à travers tout ça, c'est que des fois, il y a des choses positives quand même qui peuvent ressortir d'un événement. Puis, donc, toi, en 1998, le 15 décembre, tout a changé. Tu as perdu une bonne partie de ta famille. Est-ce que tu voudrais un peu juste nous raconter pour mettre les gens Oui, dans le contexte? En fait, c'est ça. Moi, je suis enfant unique, donc on était 5 dans ma famille. D'ailleurs, mon père me l'a rappelé à quelques reprises par la suite, en me disant, Michel, on était 5, puis là, on n'est plus rien que 2, c'est qu'il va falloir qu'on continue à s'aimer. Oui. C'est sûr que mathématiquement, ça a créé un très, très gros trou. Ce qui s'est produit, c'est un accident de la circulation un peu bête, comme un peu tous les accidents de la circulation qui est arrivé au coin des boulevards Gaboury et Jacques-Cartier à Montjoly. Ma mère avait été chercher ma conjointe Martine et ma fille Jenny qui avait 9 ans à l'hôpital. Jenny avait passé quelques jours à l'hôpital, puis en revenant à Montjoly, où mes parents habitaient eux aussi, à ce moment-là, pour les gens qui connaissent le coin aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Mais à l'époque, il n'y avait pas de terre-plein, il n'y avait pas de lumière, il n'y avait pas rien. C'était 2 voies dans un sens, 2 voies dans l'autre. Puis ma mère attendait pour tourner à gauche. Donc, elle avait commencé à tourner ses roues, mais elle voyait deux semi-remorques qui descendaient la côte du boulevard Gaboury. Donc, elle savait qu'elle n'avait pas le temps de passer devant. Alors, elle avait le pied sur les freins et tout ça. Puis, il y a un autre automobiliste qui était dans la lune, puis qui l'a frappé par derrière. Puis, comme ses roues étaient tournées, c'était le 15 décembre, il y avait une petite glace. Alors, ça a poussé le véhicule et la première semi-remorque les a tués sur le coup. Donc, à ce moment-là, tu as perdu ta mère, ta conjointe et ta fille. C'est ça. Puis, on a entendu beaucoup parler de cet événement-là. C'est quand même un événement assez connu parce que je pense que tout le monde a partagé ta peine avec toi aussi. Oui. Tu as passé à l'émission aussi On prend toujours un train oui. avec José Lito-Michaud. José Lito-Michaud. Puis, mais on parle beaucoup de l'événement. Moi, j'ai envie de parler aussi, on en parlait en pré-entrevue, comment que toi, tu as pensé à ta peine aussi, mais tu as aussi pensé à la personne qui était finalement dans la Lune et qui a foncé sur l'auto de ta mère en train de conduire. Puis, est-ce que tu voudrais nous parler un peu après, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, en fait, ça s'est passé après l'accident et tout ça,
Tu deviens un peu comme un robot, un peu comme sur le pilote automatique. On te donne beaucoup de médication, et heureusement d'ailleurs. Donc, ça te permet d'oublier certaines choses ou certains détails au moment de l'événement, deviennent secondaires. Mais peut-être une semaine plus tard, en fait, dans la nuit du 22 au 23 décembre, j'arrivais pas à dormir, je suis sorti dehors, j'ai commencé à pelleter, puis pour le plaisir d'être dehors, tout simplement, à 3-4 heures du matin, pour essayer de changer les idées, puis tout ça. Et mon voisin d'en bas est sorti, d'ailleurs, Danny Pinault et sa conjointe Sylvie, qui se sont mis à vivre un peu ma vie là, pendant quelques mois, suivaient mon horaire avec beaucoup de précautions. Il était inquiet. Il était inquiet. Ils avaient peur d'entendre un son final un jour. Que l'irréparable, qu'on dit. C'est ça, arrive. oui. Ils avaient peur. Il y a beaucoup de gens qui craignaient que je pose ce geste-là aussi. Mais eux autres, comme ils restaient en bas de chez nous, ils étaient vraiment très, très, très inquiets. Oui. Alors, puis il est passé un déneigeur de trottoir de la ville de Montjoly qui a commencé à me dire, en me nommant une personne, tu sais, cette personne-là prend ça vraiment très rough, ce qui t'est arrivé, puis elle-même prend ça très dur. Fait que moi, le nom qu'il m'avait donné, je ne la connaissais pas, cette personne-là. Alors, j'ai dit, ben oui, il y a beaucoup de gens qui prennent ça dur. Puis ça, oui, mais il dit, lui, vraiment, là, c'est très dur pour lui. Et là, il m'a dit un petit bout de phrase, mais qui a fait que je suis intervenu par la suite en rentrant dans la maison. Il m'a dit, il y a 2 enfants de 5 et 3 ans, je pense, ou de 6 et 4 ans, là, je me rappelle pas, mais c'est un détail. Puis, ces enfants ne le reconnaissent plus. Depuis l'accident. C'est la personne qui était dans l'auto. Ben, c'est ça. Alors là, j'ai posé la question. J'ai dit, mais veux-tu bien me dire comment ça se fait qu'il prend ça si dur que ça? Ben, il dit, écoute, c'est lui qui est rentré dans l'arrière de l'auto de ta mère. Alors là, j'ai absorbé en faisant mine de savoir. J'ai dit, ben oui, c'est vrai que c'est sûr que c'est dur pour lui, mais je ne savais absolument pas de qui il parlait. Et encore aujourd'hui, ce monsieur-là passerait ici, puis je ne le saurais pas. Tu connais pas son visage, juste son Pas nom. du tout. Et même si lui dit qu'on s'est rencontrés souvent. Et je suis rentré le matin vers 8h30. J'ai pris le bottin téléphonique. J'ai cherché le nom dans le bottin, puis j'ai appelé. Puis c'est sa conjointe qui a répondu. Et je lui ai dit, ben moi, je suis l'annonceur de l'Océanique. Hein. Je ne peux pas faire de coup au téléphone, je vais me faire prendre avec ma voix. Donc, j'ai dit, allô, est-ce que, en nommant le monsieur, est là? Et là, il y a eu un grand silence. La madame, pendant peut-être 5, 6, 7 secondes, il n'y avait absolument rien au bout du fil. Puis, à un moment donné, j'ai dit, allô? Elle dit, oui, non, il n'est pas là. Bon, ben j'ai dit, quand il reviendra, demande-lui de me rappeler. Puis, elle dit, OK. Puis, au bout d'une quinzaine de minutes, quand il était revenu, le téléphone a sonné, puis il m'a effectivement rappelé. Alors, on a eu une assez longue conversation. Mais moi, ce qui m'avait allumé, comme je disais tantôt, c'était le fait qu'il avait 2 petits-enfants, qu'on était le 23 décembre au matin et que ces enfants avaient beaucoup de peine de voir leur père et ils ne comprenaient pas pourquoi. Là. À 5 et 3 ans, là, on ne pouvait pas leur expliquer pourquoi leur père était dans cet état-là. Alors, je lui ai mentionné, j'ai dit, garde, tu as la chance d'avoir tes enfants avec toi à Noël. Moi, j'aurais pas cette chance-là. Donc, c'est donc de te ressaisir un petit peu pour eux autres. Noël, c'est la fête des enfants. Ça fait que... Puis, me remercier de la conversation qu'on avait eue, raccrocher. Puis, les mois ont passé, les années ont passé. Je continue à m'informer de temps en temps, mais je pense pas qu'il a réussi à passer au travers des problèmes familiaux éventuellement. Puis je trouve ça évidemment bien triste qu'il n'ait pas réussi à se reprendre en main. Mais on aurait pensé que ton téléphone aurait pu... Bien, en fait, il y a des choses aussi, il faut faire attention. Il y a des choses qui nous appartiennent, puis il y a des choses qui ne nous appartiennent pas. Oui. Toi, tu avais fait ce que tu avais à faire, puis c'est tellement... je te trouve très fort d'avoir eu le courage de le faire aussi. Ça faisait pas longtemps que l'accident
s'était passé. Oui, mais comme je disais tantôt, c'est juste un petit bout de phrase. Ouais. Peut-être que si la personne ne m'avait pas dit ses enfants ont de la peine puis ne le reconnaissent pas, peut-être que je ne l'aurais pas appelé. Ouais. J'en aurais pas voulu davantage. Je veux dire, c'est Non, vrai non, que c'était un accident. Je lui ai Ouais. dit d'ailleurs un peu plus tard dans la conversation, puis je me rappelle bien des mots que j'ai utilisés parce que je voulais qu'il comprenne que ce qui était à lui était à lui, puis ce qui était à moi était à moi. Je lui ai dit, si tu avais pris une carabine puis que tu avais tué ma mère, ma femme puis ma fille, Ça serait autre chose. ben quand tu sortirais de prison, je t'attendrais puis je te frapperais avec mon char. Alors, ce que je voulais lui dire, je ne prendrais pas une carabine moi-même, mais je te frapperais avec mon char. Ça fait que... mais c'est pas ça que tu as fait. C'est un accident. Bon, tu étais dans la lune. Il dit, je n'étais pas dans la lune, j'ai été aveuglé. C'est son explication, je la respecte. Maintenant, aveuglé certainement pas par le soleil à 16h15, le 15 décembre en après-midi. Là. Ouais. Donc, j'ai dit, aveuglé ou dans la lune, pour moi, c'est le résultat qui compte. Je suis quelqu'un de très cartésien, alors c'est le résultat, qu'il ait été dans la lune ou qu'il ait été aveuglé, le résultat est strictement le même. C'était pas voulu. Dans tous les C'est cas. ça, c'est un accident. Quand je dis que quand même, qu'est-ce qui est intéressant dans ton histoire, c'est qu'on voit un peu de lumière à travers cette noirceur-là, c'est que tu as créé en septembre 2019, la fondation Jenny Lee Germain. Oui. Puis, on a l'impression que c'est pour donner un hommage à ta fille, mais tu me disais que tu n'aurais jamais eu l'idée de cette fondation-là si c'était pas de ta fille, comment qu'elle était comme personne, Ben, comme enfant. les gens ont l'impression que c'est pour rendre hommage à ma fille décédée, alors que pour moi, c'est très clair. Puis les autres membres du conseil d'administration, je leur ai expliqué d'ailleurs aussi, c'est la fondation Jenny Lee Germain, elle est créée pour rendre hommage à ce qu'était Jenny Lee quand elle était vivante. C'était une petite fille en avance sur son âge. On m'a dit, dans certains milieux un peu plus ésotériques, qu'elle avait une vieille âme. Je ne sais pas si elle avait une vieille âme, mais en tout cas, elle avait conscience de choses que des enfants de son âge, en temps normal, en tout cas pas en majorité, pouvaient avoir conscience. Étant dans deuxième, troisième année, à 7-8 ans, elle revenait de la maison. Puis, au fil de la conversation, disait, tu sais, ce matin ou cet après-midi, à la collation, j'ai 2-3 de mes amis qui ont ouvert leur boîte à lunch, puis il n'y avait rien dedans. Ça fait que là, on disait, sa mère et moi, on lui disait, ouais, mais qu'est-ce que t'as fait? Ben, elle dit, je leur ai donné ma pomme, puis je leur ai donné ma barre table. Puis c'est moi qui s'est ramassé avec rien, mais elle dit, moi, je savais que j'allais arriver à la maison ce soir, puis j'allais avoir un bon souper sur la table, ça que ça me faisait rien de tenir le coup. Puis elle tenait beaucoup ça de sa mère, parce que moi, j'ai eu une jeunesse dorée. Pas de frère, pas de sœur, comme je disais tantôt. Alors, mes deux parents ont travaillé tout le temps. Alors, j'ai été très, très gâté par la vie. Pour moi, la misère, quand on disait la misère humaine, ben c'est à format 60, avec Pierre Nadeau, dans les années 60-70, à la télévision, quand il y avait un reportage sur l'Éthiopie ou le Biafra, ou les gens qui crevaient de faim. Pour moi, c'était ça la misère, mais autour de moi, il n'y avait pas de misère. Moi. La ouate autour de moi était assez épaisse que je ne la voyais pas, la misère. Par contre, la mère de Martine, la mère de Jenny Lee, pardon, Martine, sans avoir été élevée dans la misère, était la 6e d'une famille de 7 enfants, tout ça, qui venait de Saint-Noël, qui habitait dans le rang à Saint-Noël et tout ça. Donc, très jeune, elle a appris l'entraide, d'abord fraternelle, puis ensuite l'entraide avec les autres. Alors, c'est cette qualité-là que Jenny Lee avait, elle la tenait vraiment de sa mère. Sa générosité et tout ça, et ça me rend très, très fier. Mais oui, puis maintenant, c'est ça, la Fondation aide les enfants dans le besoin au niveau de la nourriture. C'est ça. Comme qu'elle a fait, comme le geste que tu parles, entre autres, qu'elle a fait quand elle était Effectivement, quand je prends la parole ou que je parle de la Fondation, je dis toujours, je suis président de la Fondation, mais en réalité, je suis juste un mandataire. Je suis un porte-parole, parce que l'âme et l'esprit de Jenny Lee planent toujours au-dessus de nos réunions du conseil d'administration. Puis, en plus, j'ai été très chanceux. J'ai un CA vraiment très relevé. Là. Les 6 autres membres de l'équipe sont absolument
extraordinaire, plus une personne qui n'est pas sur le CA, mais qui travaille étroitement avec nous là, au CLSC. Alors, c'est une équipe fantastique, mais on est animé par le souvenir et la façon d'être qu'avait Jenny. Mais c'est vraiment une belle histoire, puis c'est pour ça que j'avais le goût de mettre ça en lumière, parce que présentement, je sais que le Québec est un peu brassé avec, puis c'est pas la même situation, mais avec la famille Carpentier. Oui. C'est pas la même situation, là, on va se le dire, c'est pas dans le même contexte, mais quand même, quand on pense à la famille aujourd'hui, je pense qu'on est tous sous le choc, puis on se dit, mon Dieu, comment s'en sortir de tout ça. Puis je trouve que c'est un bel exemple. Malgré tout, tu as l'air à bien aller. Ça fait du bien de te voir. Oui, bien, très tôt, moi, j'ai toujours dit, il y a 3 personnes qui m'ont sauvé la vie. Mon père, M. Maurice Tanguay, et ma psychologue, Mme Gaétane Castonguay. Très, très tôt, Mme Castonguay m'a dit, Michel, il faut laisser au temps le temps de faire son temps. Oui. Puis on a fondé, comme tu le disais tantôt, la fondation en septembre 2019. Puis à un moment donné, j'ai réfléchi à ça, puis j'ai dit, pourquoi ça t'a pris tant de temps à faire ça, à poser ce geste-là? Bien, c'est ça. Mme Castonguay m'a aidé à comprendre que ça a pris le temps qu'il fallait. Parce qu'il y avait d'autres choses à régler auparavant dans ma vie, puis dans la vie des gens qui m'entouraient, qui étaient proches. Alors, il n'est jamais trop tard pour bien faire. C'est arrivé en 2019, puis c'est le point de départ. Donc, il faut laisser autant le temps de faire son temps dans toute situation. Donc, c'est ça que tu dirais à quelqu'un qui vit une situation difficile, le temps? Oui, à tout le monde. Par contre, moi, il y a quelque chose, quand j'ai consulté Mme Castonguay pendant 1 an, puis quand elle m'a laissé aller, mon dernier rendez-vous, que j'ignorais qu'il était mon dernier rendez-vous avec elle, d'ailleurs, elle dit, tu n'auras plus besoin de revenir. J'étais comme un peu surpris parce que pendant l'année, elle m'avait énormément aidé. Puis, elle m'a dit, j'ai réussi à 97 % avec toi. Je me donne quand même une bonne note. Oui, puis j'ai dit, le 3 % que vous n'avez pas réussi, on sait tous les deux de quoi vous parlez. Ben, elle dit, oui, c'est sûr. Elle dit, tu veux pas. Et elle parlait du fait qu'elle a tenté pendant 1 an de me faire admettre que Jenny avait eu une vie complète de 9 ans. Alors, moi, jamais je vais accepter ça. J'ai dit 97 % c'est le plus que vous pouviez faire parce que le 3 % jamais je vais accepter ça. Alors, quand je vois des choses comme les petites Carpentiers, à l'époque, le jeune Livernoche, des enfants qui se font maltraiter, qui en meurent et tout ça, ça rentre dans le 3 %. C'est que je ne serais pas capable d'aller voir la mère ou les mères de ces enfants-là puis de leur dire, vous savez, il faut laisser autant le temps de faire son temps. Je pourrais pas lui dire ça en toute sincérité parce que moi, ça va faire 22 ans le 15 décembre, puis je n'ai pas accepté et jamais, jusqu'à ma propre mort, je vais accepter le fait qu'on meure à 9 ans. Non. Jenny, comme tout autre enfant, ça n'a aucun sens. Puis, peut-être que c'est parce que je suis pas assez intelligent pour comprendre ça, mais Mme Castonguay était une bonne psychologue. Comme je disais tantôt, elle m'a sauvé la vie. Mais je peux pas admettre qu'on meurt à 5 ans, à 8 ans, puis dans un accident, assassiné, malade à Sainte-Justine. Pour moi, c'est tout pareil. J'ai une incompréhension du fait qu'on laisse venir des êtres humains sur la Terre et que, à 5 ans ou à 9 ans ou à 12 ans, ou même à 26, 27 ans, il y a un bout qui m'échappe. Oui, surtout des enfants jeunes comme ça. Ils ont tellement pas de malice, ils ont tellement pas... Donc, c'est difficile de voir ça. C'est ça. Non, c'est ce qui paraît qu'il faut se dire. Il n'y a pas de lien avec la qualité d'individu, mais je veux dire, il doit bien y avoir quelque chose, un lien. Donc, ça provoque toute une... Puis ça m'a expliqué aussi pourquoi j'ai attendu 2019, parce que sur le plan spirituel, ça m'a pris du temps à régler mes choses. Il y a d'autres choses que ça m'a pris beaucoup de temps à régler. Puis il y en a qui ne le sont pas encore. Donc, la Fondation est arrivée en 2019 parce qu'elle devait arriver là. Mais oui, aider les autres enfants, ça doit vous aider aussi. Oui, énormément. Énormément. Puis c'est
c'est la base. Hein? Toutes les fondations, toutes les causes sont bonnes. Sauf qu'on peut être à la tête d'une fondation pour acheter des livres ou du matériel scolaire ou des choses du genre pour les enfants. Mais à la base, s'ils ne mangent pas, ils vont avoir de la misère à utiliser à bon escient Bien fonctionner. C'est vraiment la base pour survivre. Bien manger, puis manger des bonnes choses, puis tout ça. Ça fait que on voulait être vraiment le premier pas. Oui, donc aujourd'hui, vous vous sentez capable de continuer à fonctionner, continuer à vivre, mais Oui. il y a un 3 qui sera toujours là, qui est difficile pour vous à gérer. Oui, puis effectivement, puis on dit la vie continue. Alors la vie continue avec ses problèmes, avec ses bons moments et tout ça. Et on est en perpétuelle remise en question, je dirais. Je vis bien avec l'événement, puis tout ça aujourd'hui, mais il y a d'autres choses que c'est plus difficile. Ça fait qu'à un moment donné, il faut, dans la vie, ce qui est très important, c'est de se rattacher. Se rattacher à quelqu'un, ça, j'ai compris ça récemment. À quelqu'un, à quelque chose, à une cause ou peu importe. Mais il faut être rattaché. Parce que si on est détaché de tout, on se met à penser à des choses un petit peu plus noires, un petit peu plus difficiles. Ça commence à rouler dans notre tête. Oui, c'est ça. Puis si on n'est pas rattaché à quelque chose ou à quelqu'un, alors vient la question suivante, je suis utile à quoi? Et tout ça, c'est un cheminement quotidien. Là, c'est important de se il y a des sentir pièges. Il y a des pièges dans la vie, puis ça, c'en est un dans lequel il faut pas tomber, mais il y a des gens qui se suicident, malheureusement, donc c'est parce qu'ils sont pas capables de se rattacher à rien dans la vie ou sur cette planète-là. Alors, donc, vous avez pris cette situation-là difficile, puis finalement, vous vous sentez un peu utile présentement avec ça, finalement, avec cette situation-là. Donc, c'est très bien. Bien, merci beaucoup, Michel. Ça a été un plaisir, c'est un plaisir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, puis je vous souhaite que du bon. Merci beaucoup.